Bienvenue dans ce 45e numéro de Terre de l'Aube, un rendez-vous mensuel réalisé, vous le savez, en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons remonter le temps. Nous rendons hommage à un événement essentiel pour la viticulture auboise, la révolte des vignerons. Il y a 100 ans, en 1911, les vignerons du département se sont battus pour que l'Aube figure dans la zone d'appellation Champagne. Et oui, cela paraît incroyable de nos jours, tellement le Champagne fait partie aujourd'hui du patrimoine et de l'économie auboise. Mais ce fut une révolte d'envergure. Avec nos invités, donc, nous vous proposons de comprendre le déroulement de cette lutte, mais aussi de découvrir les rendez-vous et les célébrations qui rendent compte de cette page d'histoire de l'Aube. Plus d'infos dans ce sommaire. Pourquoi et comment les vignerons de l'Aube ont mené, voilà 100 ans, une révolte? En début d'émission, témoignages invités dévoilent les raisons et le déroulement d'un soulèvement non violent. Des outils transformés en lances. Aujourd'hui, nous allons dans des communes viticoles de l'Aube afin de connaître comment a été menée la lutte. La production de champagne dans l'Aube n'existerait peut-être pas sans cette révolte. En fin d'émission, des vignerons expliquent comment la Chambre d'agriculture accompagne ce monde économique primordial pour le département. Aujourd'hui, Terre de l'Aube se consacre à l'hommage rendu à l'occasion du centenaire de la révolte des vignerons. Alors pour mieux connaître cette révolte de 1911, nous recevons tout d'abord Jean-Pierre Vézien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Maison de la Vigne. C'est une association qui coordonne les commémorations sur les 100 ans de la révolte des vignerons. Une révolte qui a donc débuté en 1911. Quel était le contexte de l'époque dans le milieu viticole ? Le contexte de l'époque dans ce milieu viticole était vraiment la misère. C'est vrai que les vignerons de l'époque avaient du mal à obtenir des récoltes convenables. On sait que, par exemple, prenons l'année 1910 où ils ont récolté à peu près 115 kilos à l'hectare. Donc, ils avaient déjà connu le phylloxéra, donc des récoltes, le gel, le mildiou, la grêle, tout ça, donc des récoltes très difficiles, donc une misère dans le vignoble. Et d'un seul coup, en 1908, on leur dit qu'ils ne font plus partie de la Champagne. Alors, vous voyez un peu le contexte de l'époque. Et ça prend un certain temps, donc de 1908 à 1911. On va dire, la cocotte minute augmente. Françoise Wendling, vous avez écrit un livre sur la révolte des vignerons, 1911. Est-ce qu'on peut revenir sur ce contexte? Ça commence peut-être en 1850, où là tout va bien, je crois qu'il y a 20 000 hectares, et puis après, comment ça se passe? Alors après, donc effectivement, en 1850, c'est l'âge d'or de la vigne, partout en France d'ailleurs, et il y a 23 000 hectares de vignes dans l'Aube. C'est considérable. Pensez qu'aujourd'hui, il y en a 8 000, alors que les coteaux semblent bien garnis de vignes. Et que se passe-t-il? Eh bien, de toute façon, les vignerons ont du mal à vivre, parce qu'ils sont dans l'Aube de tout petits propriétaires, entre 1 et 2 hectares de vignes. Les récoltes ne sont jamais assurées, comme vient de le dire Jean-Pierre Vézien, et survient à la fin du 19e siècle, à partir de 1880 et quelques, le phylloxéra. Il survient dans toute la France, mais dans l'Aube, il arrive en 1880 et quelques. Et il va détruire une partie du vignoble, obliger les vignerons à une lutte acharnée pour reconstituer le vignoble, car il a fallu replanter les vignes. Les vignes phylloxérées, il fallait les détruire et replanter les vignes. C'est une reconstitution qui leur a coûté très cher. Et au moment où les vignes replantées allaient fournir du raisin et du vin, on leur dit qu'ils ne font plus partie de la Champagne, un débouché sur lequel ils comptaient qui s'effondre. Donc c'est vraiment la mort programmée du vignoble. Alors Christian, j'ai bien compris donc le contexte historique et puis la situation des vignerons à l'époque qui n'est pas très enviable. Mais comment s'est déroulée concrètement cette révolte? Alors je vous propose justement de voir quelques dates clés, les dates clés de la révolte. Alors pour cela, j'ai pu recueillir le témoignage de passionnés d'histoire locale, donc direction Celles-sur-Ource et Urville. Dans sa cave, Raymond Laurent possède des bouteilles et des souvenirs des vins du début du siècle dernier, une époque où les Marnais cherchaient des arguments pour se différencier des Aubois. Le fait que cette région-ci n'a pas la craie de Champagne
On ne peut pas creuser des galeries d'une façon quasi naturelle sans faire de construction de maçonnerie. Donc ça aussi, c'est ce qui nous différencie des Pernais et Reims. Ce ne sera pas le seul argument qui permettra aux Marnais d'avoir le monopole de la production du vin des Sacres. En 1908, par décret, la délimitation de la zone Champagne exclut l'Aube. Après le phylloxéra, les Aubois ont choisi le cépage gamay, considéré comme moins fin. Si le vignoble avait été ce qu'il est aujourd'hui, avec les plants fins, les pinots, chardonnay et autres qu'on cultive maintenant en totalité dans l'Aube, on aurait peut-être, nos dirigeants de l'Aube auraient pu dire, écoutez, on a quand même une bonne qualité maintenant, acceptez-nous. Les vignerons aubois sont abasourdis. Leurs raisins ne trouvent plus de débouchés. En 1910, le département connaît les pires vendanges. La tension monte. Un potier assureur de Bar-sur-Aube, Gaston Chec, crée alors la Ligue de défense des vignerons de l'Aube. La révolte commence. La grève du vote à Fontaine, la grève de l'impôt, la grève du recensement, la démission des conseils municipaux, il y a eu un tas de mouvements. Ça ne suffisait plus, quoi. La Ligue de défense a donné des ordres de tous ces mouvements-là. Pour arriver déjà à la grande manifestation, le point fort de Bar-sur-Aube, qui était le 19 mars 1911, où ils ont brûlé l'effigie de Moni, le président du conseil, c'est ça. Oui. Il y a à Polizeau et Bar-sur-Seine. Bon, il y a eu la très grande manifestation qui s'en suivit, qui a eu lieu le 9 avril 1911 à Troyes, où tous les Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine se sont retrouvés, qui a vraiment marqué les esprits. L'outil du vigneron, le fousseux, est redressé pour former des lances. Les bataillons de fer sont créés. Vaincre ou mourir, les négociations continuent tout de même dans le calme pour intégrer l'Aube dans la zone d'appellation. Le Sénat devait examiner une loi, et cette loi elle devait être examinée juste avant la déclaration de guerre de 1914. Donc elle n'a pas été examinée. Et après ? En 1919, il y a eu des lois, et en 1921, des lois qui étaient un peu plus favorables aux vignerons de l'Aube. Donc ce qui a motivé les fameuses fêtes du champagne de 1921. Mais cette intégration est en partie contestée par les Marnais, car 12 communes du comté de Bar-sur-Seine ont, durant leur histoire, fait partie de la Bourgogne durant quelques années. Donc il y a eu de nouveau quelques procès de lutte encore pour essayer de retrouver quand même l'ensemble. Et l'ensemble est venu qu'en 27 par arbitrage d'un député du Midi, un député Barthes, un député du Midi. Le 22 juillet 1927, cette lutte est terminée. 71 communes viticoles de l'Aube sont réintégrées en Champagne, à condition de remplacer le gamay par des plants fins, le tout sans une goutte de sang. Ça a été une révolte, je dirais pas en douceur, mais tout de même sans brutalité. Une révolte assez incroyable. Françoise Welling, et finalement, et après, l'objectif de la révolte est atteint en 1927. Est-ce que pour autant, économiquement, les viticulteurs au bois ont pu s'en sortir dans les années qui suivent grâce à l'appellation Champagne? Hélas, non. Parce que cette réintégration de l'Aube en Champagne se fait à condition, comme ça vient d'être dit, de reconstituer, enfin de replanter du pinot et de remplacer le gamay par le pinot. Donc c'est une deuxième reconstitution qui doit être faite par les vignerons. Or, on est en 1927, peu de temps après la Première Guerre mondiale, à la veille d'une grande crise économique, avec la dévaluation du franc or, les vignerons sont exsangues. Il y a eu énormément de mauvaises récoltes. Ils n'ont pas les moyens de repartir sur une reconstitution. Le vignoble d'aujourd'hui, il date de quand selon vous ? Alors, le vignoble les surfaces en vigne ne cessent de baisser jusqu'en 1962. Et la reconstitution commence tout doucement à partir des années 60 et vraiment à partir des années 70. Je dois ajouter qu'il y a eu 2 hommes providentiels, selon moi, Gaston Chec, qui a su mener cette révolte sans heurts et en faisant fi des divergences politiques. Il a été vraiment d'une intelligence remarquable. Et un autre homme qui est arrivé dans l'Aube en 1958, Pierre Maury, qui a redonné confiance aux vignerons qui ne voyaient pas d'issue à leur situation et quittaient le vignoble en masse. Et revenons sur le centenaire. Donc la date clé, c'est 1911, c'est le départ de la révolte. Et finalement, pourquoi selon vous, ça s'est déroulé dans le calme? Est-ce dû à la présence militaire? Non, la présence militaire est venue après.
L'occupation militaire est venue à partir de début mai, donc après la grande manifestation de Troyes, où il y avait 20 000 vignerons et où ça s'est déroulé dans le calme. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Gaston Checq, justement, a eu l'intelligence de mener cette révolte d'une manière très organisée. C'était vraiment très bien organisé. Il donnait comme consigne aux vignerons pas de politique, le pain d'abord, la politique ensuite. Il fallait mettre son étiquette politique dans sa poche, selon ses propres termes. Et sans arrêt, il rappelait les vignerons, pas de violence, pas de violence, pas de violence, parce que il avait eu l'exemple, enfin tout le monde avait eu l'exemple de la grande révolte des vignerons du Midi en 1907, où il y avait eu des violences et des morts. Donc pas de violence. Jean-Pierre Vézien, pourquoi 100 ans plus tard, décider d'organiser un hommage à cette révolte? Question naïve, mais mérite d'être posée. Je crois qu'on doit quand même une fière chandelle à tous ces personnages qu'on vient d'évoquer, qui font la richesse de notre vignoble aujourd'hui. Et c'est vrai que d'organiser cette année où on fête le centenaire, et surtout le 9 et 10 avril avec toutes les manifestations, donc là, on a vraiment un hommage à leur rendre. On choisit donc le 9 avril par rapport à la grande manifestation sur Troyes et sur 2 lieux emblématiques que sont Bar-sur-Aube, où la pays de la natalité de Gaston Checq, et Polizeau, où tout le monde s'est rassemblé avant de venir sur Troyes. On découvrira un peu plus en détail, en effet, ces célébrations. Joël Falmet, vous êtes le président de la commission viticole de la Chambre d'agriculture et puis aussi le vice-président du syndicat des vignerons. De quelle manière, justement, s'intègrent les vignerons dans cet hommage? Je pense qu'ils s'intègrent bien, et en plus c'est un peu un devoir de mémoire aussi envers Gaston Checq et ses hommes et ses femmes qui sont bien défendus, c'est vrai, dans le calme, mais qui ont permis d'être la Champagne que l'on connaît aujourd'hui. Donc les vignerons adhèrent pleinement à cette commémoration. Et en même temps, faut dire aussi que dans la Marne, il y a eu des manifestations aussi, d'un autre ordre que le nôtre, pas tout à fait pour la même raison, mais ça se rejoignait un peu. Et là-bas, ça a été violent. Et là, il y a eu une présence militaire pour ramener le calme. Oui, donc 2 situations en effet différentes à l'époque. Christian, on va détailler dans un instant l'hommage rendu à ces manifestants, à ces vignerons, mais je crois que de nombreux villages participent à cette célébration. Alors effectivement, ils sont nombreux, car il faut bien comprendre que cette révolte des vignerons s'est déroulée dans l'ensemble des communes viticoles du département. Alors au bout du compte, on se retrouve avec de nombreuses anecdotes, et je propose d'en voir quelques-unes. Gilles se dit un chauvin attaché à l'histoire d'Hérissé. Dans ce village, la viticulture existe depuis le Moyen-Âge. Lors de la révolte des vignerons en 1911, la couleur rouge a été choisie comme symbole. La couleur rouge n'avait pas de signification politique. C'était simplement l'emblème de la révolte, du mécontentement des gens, de leur misère. Ces vignerons miséreux ont trouvé un leader vivant à Bar-sur-Aube, Gaston Checq. Malgré la présence des gendarmes pour afficher leur colère, des drapeaux rouges ont été mis en place. L'un d'entre eux était visible à plus de 6 km à la ronde. On accrochait des drapeaux rouges, signe de révolte, mais c'est qu'au lycée, le drapeau rouge était perché à 63 mètres du sol. Il y avait un risque fort, mais la grande valeur de Checq, c'est d'avoir calmé toujours les troupes. Rester calme et mobilisé. La révolte des vignerons consistait parfois à jouer au chat et à la souris avec les autorités. Le jeu, c'était que chaque jour, les militaires et les gendarmes descendent le drapeau rouge pour que les vignerons, le lendemain, les remettent. Le problème au lycée, c'est que comment aller le chercher? C'était ça l'affaire du drapeau rouge. Comment le descendre? On offrait les primes. De jour en jour, la prime montait. C'était 5 louis d'or et 1 mois de perme. Les vignerons n'ont pas pu continuer dans ce sens-là, donc ils m'ont autorisé à aller le décrocher. Et c'est le même militaire qui est remonté le défaire. Si la révolte grondait dans tous les villages, c'est à Fontaine que le premier geste symbolique a eu lieu le 26 février 1911 à l'occasion de l'élection de conseillers municipaux. 60 électeurs ont décidé qu'il fallait faire la grève du vote. Et pour ce faire, ils ont installé près de la mairie ici une pompe incendie avec l'idée d'arroser tous les votants, ceux qui voudraient voter, quoi. Et ensuite, il y a eu la démission du maire de la commune de Fontaine,
suivi des maires des communes viticoles avoisinantes, surtout ça a commencé par Spoix, je crois. Tout ça pour protester contre la nouvelle délimitation qui avait exclu l'Aube de l'appellation Champagne. 15 jours après cet événement, les démissions de conseillers municipaux se sont multipliées. Officiellement, le cas s'est présenté dans 275 communes sur les 446 du département. Pour rendre compte de ces histoires très locales, expositions, pièces de théâtre, conférences et DVD sont en cours de préparation depuis des mois, comme ici à Fontette. Certaines personnes ont dit tiens, moi je pourrais par exemple récupérer toutes les étiquettes des champagnes de Fontette avec les capsules. D'autres ont dit nous on pourrait prêter des outils, des vieux outils de l'époque. 2 personnes se sont penchées et ils ont fait un DVD où on va retrouver tout ce qui s'est passé pendant la révolte des vignerons. Et on fait travailler une grande partie du village. Dans l'Aube, plus de 60 événements retracent ces histoires locales. Justement, Jean-Pierre Vézien, on va parler de ces célébrations. En 1911, il y a eu les marches et manifestations à Bar-sur-Aube, à Troyes. Comment vous allez restituer cet événement et rendre hommage à ces vignerons et à ces moments forts de la révolte ? Alors justement, l'idée est la suivante, sur le week-end du 9 et 10 avril, c'est de reprendre un peu ces circuits qu'ont empruntés ces vignerons de l'époque. Et c'est vrai qu'autour de Bar-sur-Aube, donc des marches seront organisées pour converger sur Bar-sur-Aube. Donc ça partira de Meurville, un circuit tout autour de Bar-sur-Aube et aussi un départ de Rouvres-les-Vignes. Et puis dans le Bar-Sécanais, autour de Polizeau, puisque Polizeau a été un point de départ aussi pour aller à la sous-préfecture de Bar-sur-Seine le 19 mars 1911 et aussi un départ pour aller sur cette grande manifestation à Troyes. Imiter un petit peu ce que les vignerons ont fait voilà, 100 ans plus tôt, cette grande marche. Voilà, mais les imiter dans une marche de mémoire et d'hommage, et non pas les imiter en faisant les mêmes préoccupations de l'époque, puisque là on veut vraiment leur rendre un hommage. Là c'est le premier grand rendez-vous, et puis ensuite il y aura un colloque, je crois. Oui, alors le colloque se passe aussi en même temps, organisé par la chaire UNESCO Université du vin de Bourgogne et qui aura lieu aussi le 7, 8, 9 avril. Donc c'est un week-end entièrement dédié au vignoble de la Côte des Bars. Alors justement, ça, ce sont les rendez-vous phares, un tout petit peu de l'hommage rendu à cette révolte des vignerons au centenaire. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de diversité des rendez-vous, de lieux, comme on l'a vu dans le sujet. Est-ce que ça, c'est le maître mot, la diversité ? Oui, il y a quand même une grosse diversité, puisque déjà chaque commune viticole, enfin pas dans les 71, mais énormément, organise, comme on a pu le voir dans le reportage, des expositions par rapport à ce que leurs communes ont vécu en 1911. Et il y a aussi, si on prend l'exemple, la compagnie du Loup Bleu de Troyes, il y a une pièce de théâtre qui sera faite aussi en hommage à ces vignerons de l'époque. Il y a aussi une diversité avec les élèves du CFA de Bar-sur-Seine, où ils sont en train de préparer aussi tout ce mémoire et de comment ils ressentent les événements, eux qui n'ont peut-être pas forcément des parents vignerons ou qui viennent à la vigne parce que le métier les passionne. Donc voir comment ils peuvent ressentir ces manifestations. Alors c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une très grande diversité sur les animations de ce centenaire. Alors François Felling, vous y participez avec notamment des conférences. Là, on l'a vu, il y a des colloques, il y a aussi des conférences. Vous, quels sont les thèmes, par exemple, que vous allez aborder durant ces conférences ? Alors justement, demain, je vais présenter un diaporama, demain soir, présenter un diaporama qui s'intitule « Les crises du vignoble, du phylloxéra à 1927 ». Et avec, évidemment, entre le phylloxéra et 1927, la révolte de 1911. Mais j'ai élargi un peu le propos. Et puis, il y aura d'autres conférences à Bar-sur-Seine, le 31 mars, au Champagne, à l'Union-Auboise, Champagne de Vaud. Une conférence d'un universitaire sur les coopératives. Et le 5 mai, à l'Hôtel-Dieu, à Troyes, encore un historien de renom, Serge Volikoff, qui fera une conférence sur l'histoire inattendue du champagne. Joël Falmet, vous avez le sentiment que cette période de l'histoire est suffisamment connue ? Oui, pour les vignerons de la Côte des Bars, enfin au bois, oui, c'est connu. Ça se donne de génération en génération. Chaque génération apprend à ses enfants d'où on vient. D'ailleurs, c'est très bien de savoir d'où on vient partout. Et donc ça, c'est
On a vécu tous avec... Depuis l'enfance, vous avez vous avez été bercé par cette histoire. Ouais. D'où l'importance de la célébrer. Donc. Ouais. En effet, Christian, que de chemin parcouru en 100 ans pour le champagne au bois. Alors effectivement, Fabrice, je vous propose de voir l'aboutissement quand même de cette révolte. C'est les vignerons d'aujourd'hui, comme Joël Falmet. Les vignerons façonnent aujourd'hui les paysages de la côte des Bars et de Montgueux. Alors la Chambre d'agriculture est présente à leur côté et je vous propose de voir de quelle manière. La Chambre d'agriculture accompagne les viticulteurs de plusieurs façons. En 1991, elle a créé le GDV, Groupement de développement viticole. Objectif, délivrer des conseils techniques. À Montgueux, Denis Velu applique certaines des solutions proposées, comme l'enherbement. Vous avez les pieds humides, mais vous n'avez pas de terre qui colle aux pieds. Les vendangeurs en sont grandement reconnaissants. Le second point, c'est que ça crée quand même une assise dans le sol et ça limite énormément l'érosion. Il y a plus nous, dans le vignoble, il n'y a plus de phénomène d'érosion. Alors on a eu des craintes au début, parce que les engins vont glisser sur de l'herbe. Donc on sait qu'avec certaines variétés d'herbes, tondura, il n'y a aucun souci. Ça va augmenter les risques de gelée de la vigne au printemps parce que ça maintient une certaine atmosphère humide. Bon, jusqu'à présent, ça fait une dizaine d'années que moi je pratique ça et il n'y a pas eu de soucis majeurs. Et puis le point qui nous concerne aussi l'environnement, c'est que cette bande enherbée ne reçoit plus d'herbicides. Donc c'est au moins la moitié des produits, des matières actives qui sont économisées. Autre initiative, le vignoble expérimental. Sachant qu'une vigne peut se développer durant 30 à 40 ans, ici, près des Soies, sur 6 hectares, cette parcelle d'essai permet d'effectuer des tests sur de très longues durées. Système de taille, vigne en lyre, essai de vinification. L'ensemble des vignerons au bois bénéficient des recherches menées ici. Ça nous a permis d'indiquer de toute façon plus certaine les clones de cépages à planter dans notre région de la Côte des Bars, puisque toutes les références qui étaient faites sur ce type de clones étaient plus marnaises ou bourguignonnes. Nous étions entre les deux, sans référence. L'intérêt du vignoble expérimental des Soies, c'est d'avoir des références locales. Donc c'est vraiment une des raisons d'être du vignoble des Soies. Une des raisons d'être de la Chambre d'agriculture consiste également à promouvoir les initiatives issues du monde agricole. C'est pour cette raison qu'elle a soutenu la création de la route du Champagne en fête. Moi, je bouillais quand je rencontrais les préfets successifs nous dire j'ignorais qu'il y avait du champagne dans le département de l'Aube en arrivant dans l'Aube. Maintenant, ça n'existe plus, ça. C'est devenu une fête très populaire. Je le dis tout le temps. Au début, il y avait 20% d'étrangers et puis 80% de locaux. Aujourd'hui, c'est le contraire, ce qui prouve bien que nous avons une pure réussite. Aujourd'hui, la route du Champagne en fête accueille plus de 20 000 visiteurs tous les étés. Un moyen de souligner l'appartenance de l'Aube au terroir de l'appellation Champagne. Joël Falmet, comment on peut résumer aujourd'hui l'importance économique du champagne pour le département de l'Aube? Si on va brièvement, c'est 2% de la SAU, la surface agricole utile. Oui. C'est 50% du chiffre d'affaires de la ferme Aube. C'est une soixantaine de villages qui vivent de la viticulture. C'est 2600 exploitants récoltants. C'est 8000 hectares c'est un certain nombre de récoltants manipulants, environ 200-250 récoltants manipulants. Et donc c'est une grosse activité. Une grosse économie. Et est-ce que la zone d'appellation Champagne peut encore changer aujourd'hui? Elle est en train d'évoluer. Donc depuis 2003, on a lancé une révision de l'aire d'appellation délimitée de Champagne. Donc elle va évoluer, c'est en cours de route. La finalité, ce sera peut-être pour 2017-2020. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de villages, de nouveaux villages qui ont été retenus dans l'Aube pour porter de la vigne dans les années à venir. Pour conclure, Jean-Pierre Vézien, est-ce qu'on peut dire que l'Aube doit beaucoup à tous ces vignerons qui se sont révoltés il y a 100 ans? Oui, je pense qu'elle doit beaucoup. Et même, on parlait de la diversité, je voudrais rajouter quand même, lors de ce 9 avril, il y aura un chapitre exceptionnel de la commanderie du Saultebouchon où tous ces personnages qui ont joué un rôle très important en 1911 seront intronisés à titre posthume. Voilà, j'espère en tout cas qu'on vous aura donné envie de participer à ces célébrations. Vous l'avez vu, il y a énormément de rendez-vous, dont un qui vous tient à cœur, hein, Françoise Weinling. Oui. Il y aura une très importante exposition à l'Hôtel-Dieu qui débutera le 7 avril, réalisée par les bibliothèques et les services des archives de l'Aube et de la Marne sur l'histoire de la Grande Champagne.
à découvrir en tout cas. Et puis ce petit guide qui vous permettra de découvrir l'ensemble des célébrations et des manifestations. Participez vraiment, ça vaut le coup de découvrir cette immense page de l'histoire auboise. Merci Christian d'avoir participé et réalisé cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Terre de l'Aube. Au revoir.